Parallèlement à la résistance armée, apparaît très vite une autre forme de révolte, celle des intellectuels qui osent affronter, au péril de leur vie, la propagande de Vichy. Ils offrent au combat commun d'autres armes tout aussi redoutables, celles de l'intelligence et du talent, celles de la poésie. Par leur engagement, ils vont réveiller les consciences, contribuer à la résurrection du pays. Comme disait le poète Maïakovski, ils donnent aux mots la force du tocsin. La résistance intellectuelle a pris des formes très diverses. C'était la participation à des réunions clandestines pour organiser les réseaux, par exemple. Ça a été l'écriture, continuer leur travail d'écrivain, parce que l'écriture, les textes qui étaient diffusés par les revues ont contribué à entretenir dans le pays ou à développer dans le pays cet esprit de résistance. La résistance armée et la résistance intellectuelle se soutiennent elles-mêmes. Je crois qu'on ne peut pas les dissocier. Et d'ailleurs, c'est De Gaulle qui a dit, le 31 juillet 1943 à Alger, la résistance, c'est-à-dire l'espérance nationale, s'appuie sur deux pôles, le tronçon de l'épée et la pensée française. Parmi tous ces intellectuels, l'un d'eux, Louis Aragon, fort de son prestige, entraîne dans la résistance de nombreux artistes, mais aussi des médecins, des ingénieurs, des magistrats, des journalistes, des juristes, des enseignants. Il s'installe d'abord à Dieulefit avec sa compagne Elsa Triolet, puis à Saint-Donat dans la Drôme, où il est en liaison constante avec les maquisards. Certains intellectuels et certains écrivains ont joué un rôle très important pour précisément redonner une conscience à la nation, à tous les individus composant la nation, qui sont complètement écrasés par le désastre auquel ils ne s'attendent absolument pas. On leur avait boué le crâne en leur disant que la France, etc., et tout d'un coup, en 6 semaines, la France s'est effondrée. Donc, il faut absolument essayer de réveiller les consciences et aussi de commencer à mobiliser. On a l'exemple d'Aragon qui, dans son unité militaire, avant d'être démobilisé le 31 juillet 1940, a déjà fait la liste des gens qui sont prêts à reprendre le combat, y compris le combat militaire. Bon, mais naturellement, la poésie qu'Aragon choisit comme principal mode d'expression dans cette première période de la résistance, il l'a choisi parce que, précisément, difficile à censurer. Après la poésie, et avec la poésie, il y a par exemple l'écrit anonyme, qui n'est pas signé. Par ailleurs, on a beaucoup d'exemples de tracts qui sont anonymes, mais dont on sait par certaines sources qui sont absolument sûres qu'ils sont de la plume d'Aragon. Par ailleurs, ils utilisent aussi non seulement la poésie, mais aussi la nouvelle, c'est-à-dire un récit court de fiction, mais qui permet d'avoir un retentissement dans la population et qui, lui aussi, comme le poème, est plus facile à diffuser dans la mesure où un poème, c'est une page, et donc c'est facile à camoufler, c'est plus facile à imprimer, et à imprimer en un grand nombre d'exemplaires. Et donc tout cela permet d'éveiller les consciences. Les nouvelles sont souvent des nouvelles qui permettent de ridiculiser l'envahisseur, ou d'exalter le travail des prisonniers, ou non seulement de se moquer de l'envahisseur, mais aussi de fustiger sa barbarie. C'est difficile de mesurer exactement le rôle joué par les textes d'Aragon. On peut en avoir une idée, mais on ne peut pas, bien entendu, étant donné, surtout 60 ou 70 ans après, on ne peut pas mesurer ça de façon très précise et claire. On a quand même des anecdotes qui permettent d'avoir une idée. Et je me rappelle à Angoulême avoir rencontré un vieux monsieur. Dans cette expo, il y a le texte intitulé « Les lilas et les roses », qui est un très beau poème sur la prise de Paris, enfin, etc., en 40, hein, à la mi-juin 40. Eh bien, ce monsieur m'a dit ceci. Il m'a dit « Vous voyez ce poème ?» Eh bien, moi, j'étais en philo, j'étais en classe de philo, en octobre 1940. Et la première chose que notre prof nous a fait faire,
Il ne nous a même pas demandé nos fiches d'identité ni quoi que ce soit. Il a écrit ce texte au tableau. Et il nous a dit, recopiez ce texte, mes enfants. Vous voyez que tout n'est pas perdu. Je ne peux jamais évoquer cette anecdote, disons, sans être très ému. Parce que je crois qu'on a là la preuve, dès octobre 40, du rôle joué par la poésie d'Aragon, qui était une poésie d'une force inimaginable, et où on a, dans cette poésie, on a une chronique, en quelque sorte, de toute l'occupation, de toute cette période-là, et une chronique qui n'est pas une chronique de description, qui est une chronique de mobilisation. Et tout ça, précisément, tous ces écrits de résistance étaient une bouffée d'espérance et une bouffée d'appel à l'action pour la résistance.